Très bien. Mesdames, Messieurs, mes chers collègues, nous sommes très heureux d'accueillir Alain Juppé et on peut être doublement heureux de l'accueillir parce que vous avez vu qu'il a eu l'élégance de nous amener un présent tout à fait essentiel, c'est la mise au centre de la métropole de Saint-Médard, puisque le nouveau logo permet cette mise au centre de Saint-Médard-en-Jalles. Donc juste quelques mots avant de lui passer la parole très rapidement. Nous sommes très heureux d'accueillir ici le président de la métropole, qui est donc le nouvel établissement public qui rassemble les communes de l'agglomération bordelaise. Mais au-delà du nouvel établissement public, c'est une ambition très affirmée d'aller vers une grande métropole européenne, qui est l'ambition en tout domaine, et au sein de laquelle Saint-Médard-en-Jalles entend prendre toute sa place. Alors c'est vrai que nous avons d'ailleurs ce matin pris une initiative avec le maire de Bordeaux, et je remercie Alain Juppé d'avoir bien voulu accepter ce pari commun, qui est le pari de lancer ensemble, entre Des souris et des hommes, qui était notre festival d'art de la Seine, et puis Novart, une nouvelle aventure pour lancer à l'échelle de la métropole un festival ambitieux des arts de la Seine, avec une ambition renouvelée. Et dans ces temps de difficultés, dans ces temps où la culture est souvent une variable d'ajustement, eh bien, je crois qu'on a fait preuve là, avec ce pari nouveau, à la fois d'optimisme, d'engagement, et puis on a aussi signifié que pour nous, malgré l'image qui quelquefois colle à nos basques, eh bien, nous sommes aussi des êtres convaincus et épris de culture, parce que je crois que rien ne se fait sans un peu de culture et un peu de poésie dans ce monde de brut. Monde de brut, vous l'avez vu, qui s'est manifesté aujourd'hui, enfin hier plus exactement, de la manière la plus cruelle et la plus injuste. C'est la raison pour laquelle je vous rappelle que nous aurons tout à l'heure, à 16h45, une minute de silence. On a appelé très simplement, je ne sais pas qui viendra, mais on a appelé très simplement par les réseaux sociaux les Saint-Médardais à venir, s'ils le souhaitaient, avec nous, à nos côtés, témoigner ce que nous pensons de la force de la démocratie, du ressourcement nécessaire au plus profond de nos valeurs et de nos croyances de démocrates et de républicains. Et nous sommes très heureux que le hasard des choses fasse qu'Alain Juppé soit à nos côtés pour partager avec nous une minute qui en vaudra beaucoup, parce que il y a des moments où les secondes pèsent l'éternité, et je crois que on sera sans doute une à Saint-Médard, bien sûr, comme ailleurs, pas plus à Saint-Médard qu'ailleurs. Enfin, je finis en disant que nous venons de faire une déambulation avec Alain Juppé, qui, au cours de ses visites, demande à ce qu'on lui présente un peu les projets dans lesquels la communauté urbaine sera impliquée. Et nous avons fait une déambulation dans tout le grand centre de Saint-Médard, qui est allé depuis le Bourdieu jusqu'au nouveau terrain sur lesquels nous sommes en négociation avec la société Héraclès pour les récupérer et faire en sorte que ça puisse redynamiser le centre, avec l'ambition qui est la nôtre d'avoir une ville, un centre-jardin, c'est-à-dire vraiment une espèce d'originalité saint-médardaise qui soit un lien étroit entre l'aménagement et la nature, faire de ce qui est parfois considéré comme certains non éclairés, et qui est considéré comme un handicap, une trop grande présence de la campagne parmi nous, bien faire de tout ça un atout qui soit au service de la qualité et du bien-être de nos concitoyens. Voilà, j'ai beaucoup trop parlé. Encore merci à Alain Juppé de sa présence, et je lui passe tout de suite la parole. Il y a évidemment un sujet que je ne déflore pas, c'est lui qui en parlera, c'est la question de la métropolisation, de la mutualisation. Je pense que ça fait partie des choses qui vont être évoquées. Merci. Merci, monsieur le maire, cher Jacques Bongon, et mesdames et messieurs les conseillers municipaux de Saint-Médard-en-Jalles, chers collègues. Je vous remercie de vous être rassemblés en ce milieu d'après-midi pour cette rencontre à laquelle je tiens beaucoup depuis les dernières élections municipales et depuis mon élection à la présidence de ce qui s'appelait encore la communauté urbaine de Bordeaux. J'ai engagé processus de visite dans chacune des 28 communes, enfin 27, parce que la 28e, je la connais assez bien, de la communauté urbaine, désormais Bordeaux Métropole. Pourquoi ? Parce que je pense que rien ne vaut le déplacement sur le terrain pour mieux comprendre ce qui se passe dans chacune de nos communes. Et de ce point de vue, je dois dire que l'heure de déambulation que je viens de faire avec Jacques Mangon et plusieurs de ses collègues a été pour moi extrêmement intéressante et fructueuse. Cette déambulation a été consacrée principalement à prendre un peu connaissance de ce que pourrait être le réaménagement
du centre-ville de Saint-Médard-en-Jalles. Je vois dans ma note centre-bourg, mais Saint-Médard-en-Jalles est plus qu'un bourg. Hein, c'est une ville depuis l'espace du Bourdieu jusqu'aux 10 hectares de l'emprise de Héraclès, Safran, Airbus Launchers maintenant, qui pourra permettre d'assurer une continuité verte au cœur de la commune. Je pense que c'est un très très beau projet qu'il faut engager maintenant le plus vite possible. Des négociations sont en cours pour acquérir la maîtrise foncière des territoires nécessaires. C'est plusieurs dizaines d'hectares au total, 28 hectares sur le Bourdieu, enfin il y a une partie qui est déjà propriété de la commune, et puis 10 hectares sur l'autre secteur. Et donc vous pouvez compter sur mon soutien, bien sûr, et sur l'engagement de la FAB, notre société d'aménagement, que préside d'ailleurs Jacques Bongon, pour pousser les feux et faire en sorte que ce projet avance le plus vite possible. Jacques Bongon m'a évidemment parlé de ce qui est son engagement majeur, je le sais, j'allais dire son obsession de tous les jours, c'est-à-dire l'arrivée du tram à Saint-Médard-en-Jalles. C'est que je partage cet objectif. Malheureusement, nous nous heurtons à un certain nombre d'obstacles. L'annulation des arrêtés de déclaration d'utilité publique préfectoraux, aussi bien sur le tram-train du Médoc que sur la ligne D, va hélas bloquer l'opération pendant plusieurs mois. Nous avons pris les dispositions pour relancer les études qui nous permettront d'actualiser les documents de la déclaration d'utilité publique, d'améliorer, nous l'espérons, les éléments de rentabilité socio-économique de ce projet, de façon à pouvoir relancer une procédure. Cela dit, il faut être lucide, hein, une DUP, c'est 2 ans. Et donc, dans la meilleure des hypothèses, nous avons ce retard tout à fait considérable alors que nous étions prêts à commencer les travaux. J'espère que l'étude de faisabilité qui a été également commandée sur le prolongement de la ligne de Cantinol jusqu'à Saint-Médard permettra d'améliorer la rentabilité socio-économique du projet. En tout cas, ces études sont lancées. Nous vous en tiendrons évidemment informés. De toute façon, Jacques Bongon, en sa qualité de vice-président de la métropole, est au cœur du dispositif. Nous sommes aussi attentifs à la préparation du contrat de développement, du CODEV de Saint-Médard-en-Jalles, qui sera arrêté dans les prochaines semaines. Nous avons pour l'instant fait le recensement de tous les projets des différentes communes et de leurs demandes. Maintenant, il faut placer le cursus budgétaire. C'est un exercice douloureux. Il ne nous a pas échappé que nous allons être obligés de serrer un peu la vis budgétaire. Bon, je ne reviens pas sur ce que vous savez, que vous avez déjà d'ailleurs mesuré sur votre propre budget communal, à savoir la réduction drastique des dotations que nous verse l'État, plus toute une série d'autres mécanismes comme la péréquation intercommunale, bref, qui vont limiter de façon très importante nos moyens. Il n'est pas question de contester le principe d'une participation de nos collectivités à l'effort national de remise en ordre de nos finances, mais nous avons tous dit, et quand je dis nous, ce sont tous les maires de France, quelle que soit leur sensibilité politique, que c'était trop vite et trop fort, et qu'on aurait pu lisser davantage cet effort, 11 milliards en 3 ans. Globalement, au niveau national, c'est beaucoup d'argent. Et le résultat, c'est que le budget d'investissement de la métropole sera en recul de l'ordre de 30% en 2015, alors que les besoins sont tout à fait considérables. Je ne veux pas commencer l'année par une douche budgétaire un peu trop fraîche. Enfin, il faut bien intégrer tout cela pour anticiper nos prochaines discussions budgétaires. Outre la possibilité pour moi de mieux comprendre ce qui se passe dans chacune des communes, ces déplacements ont aussi pour objectif de vous parler de ce processus de transformation profonde qui est en cours dans notre communauté urbaine et qui fait que depuis le 1er janvier, il y a quelques jours à peine, la communauté urbaine a changé de nom. J'ai un peu de mal à m'y faire d'ailleurs. Bordeaux Métropole, on est tous habitués à dire la Cube. Donc il va falloir passer à BM ou à Bordeaux Métropole. Ça va être un peu compliqué. Ça n'est pas simplement un changement de nom, comme vous le savez, ni même un changement de logo. Encore que nous sommes très contents de notre logo. Vous l'avez ici, là, devant vous. Je crois qu'il a été globalement bien accueilli depuis qu'il a été rendu public sur la façade de l'immeuble communautaire le 1er janvier. Ce logo a du sens. C'est d'abord quelque chose de dynamique. Ah ben là, vous l'avez complètement effacé. Hein, comme quoi il est fragile. Comme ça. Quand on le manipule avec maladresse, il est fragile, mais il va revenir.
Donc il est dynamique, il est coloré, c'est un faisceau de lumière, bien entendu, mais son sens tient surtout à sa possibilité de déformation. La signature, c'est bien sûr Bordeaux Métropole, puisque c'est la marque Bordeaux qui est notre marque commune, mais il comporte 28 points qui correspondent évidemment aux 28 communes de la communauté urbaine. Et je le disais, il est déformable, c'est-à-dire que le centre de la métropole peut se situer, selon la commune où l'on se trouve, sur le territoire de la dite commune. Et vous voyez qu'en bas à droite, le centre de Bordeaux Métropole, c'est Saint-Médard-en-Jalles. Et quand je dis que c'est symbolique de la démarche qui est la nôtre en termes de métropolisation. La métropolisation, c'est la mise en commun de nos moyens et de nos compétences, je vais y revenir, mais ça n'est pas l'effacement de l'identité de nos communes et du rôle majeur qu'elles ont à jouer, qu'elles doivent continuer à jouer dans toutes nos politiques de proximité. Je dis souvent que la porte d'entrée pour nos concitoyens de l'administration territoriale, ça reste la commune, les élus municipaux, le maire, ses collègues et les services municipaux en coopération et mutualisation avec les services de la métropole. Et c'est cela que nous avons voulu marquer par ce logo. Je voulais dire aussi que l'une des illustrations de cette volonté de continuer à travailler avec les communes, c'est ce que nous avons fait ce matin avec Novart, puisque la décision que nous avons prise est une décision intercommunale. Ce sont deux communes, la commune de Bordeaux et la commune de Saint-Médard-en-Jalles, qui ont décidé de mettre en commun le festival Novart pour ce qui concerne Bordeaux et le festival des souris et des hommes pour ce qui concerne Saint-Médard-en-Jalles. Et nous avons décidé de confier la direction artistique de ce nouveau festival, qui prendra toute sa signification en 2016, puisque l'année 2015 sera encore une année zéro, chacun des deux festivals ayant déjà préparé sa propre programmation. Donc à partir de 2016, la direction artistique sera assurée par Sylvie Violand, que vous connaissez tous ici. Je pense que c'est l'illustration, là aussi, de la volonté de coopération intercommunale au sein de la métropole. Alors parlons de la métropole. Il y a quelqu'un qui serait beaucoup mieux placé que moi pour en parler. C'est M. Ardouin qui est derrière moi, voilà, qui est le directeur général des services de Bordeaux Métropole, qui est arrivé il y a maintenant 6 mois, non ? 6 mois, qui s'est mis à la tâche et qui le fait avec d'abord beaucoup de compétences, mais enfin c'est pour ça qu'il a été recruté, mais aussi beaucoup de doigté, beaucoup d'ouverture d'esprit et beaucoup de sens de la concertation avec les communes. Ça, c'était pas évident, mais ça s'est révélé et je m'en réjouis beaucoup. Alors, qu'est-ce que ça veut dire que la métropolisation, ce phénomène de métropolisation, ou ce processus de métropolisation, recouvre en fait 3 choses assez différentes et complémentaires. Tout d'abord, des transferts de compétences. Déjà en 2014, dans le cadre de la publication de ce qu'on appelait la loi MAPTAM, donc la loi métropole, un certain nombre de compétences avaient été transférées de nos communes à la CUB. Et puis, toute une autre vague de compétences ont été transférées au 1er janvier. Je ne vais pas vous en donner la liste, j'évoque simplement quelques têtes de chapitre. Par exemple, la promotion du tourisme, qui jusqu'à présent était une compétence communale. Il y avait par exemple sur le territoire de la CUB un office municipal du tourisme à Bordeaux, qui était plus important, et en réalité assez peu d'offices dans les autres communes. Il y en avait un petit office, je crois, à Lormont, et puis une antenne à Mérignac. Donc depuis le 1er janvier, l'office municipal de Bordeaux est devenu l'office métropolitain du tourisme de Bordeaux Métropole. Et c'est évidemment un plus, parce qu'il y a sur le territoire de la métropole d'autres sites qui ont un intérêt touristique majeur, dont l'Office de Bordeaux s'occupait déjà, mais qui vont être davantage pris en compte dans la politique de l'Office métropolitain. Deuxième exemple, la concession de distribution de gaz. Nous avions jusqu'à présent, nous avons toujours d'ailleurs, une société qui s'appelle Régaz, qui est donc concessionnaire des réseaux, et puis une filiale, Gaz de Bordeaux, qui assurait la fourniture du gaz aux usagers. Et la majorité du capital de Régaz appartenait à la ville de Bordeaux. Désormais, la qualité de concédant revient à la métropole, et la métropole rachète en conséquence les parts de la ville de Bordeaux et la part des autres communes dans le capital de Régaz. C'est un processus qui est en cours. Voilà, je pourrais citer d'autres exemples.
Les réseaux de chaleur, jusqu'à présent, quand nous mettions en service des réseaux de chaleur dans les nouveaux quartiers, alimentés soit par la géothermie, soit par des chaudières à bois, soit par d'autres sources d'énergie renouvelable, c'était les communes qui étaient compétentes sur ces réseaux de chaleur. Et désormais, c'est donc la métropole qui assure cette compétence. Ces transferts de compétences se feront en opération blanche budgétairement. C'est-à-dire que les communes vont transférer des charges, des dépenses correspondant à l'activité transférée, mais elles transféreront en même temps les recettes qui vont avec. C'est-à-dire que la commune n'y perdra pas, mais n'y gagnera pas, et que la communauté urbaine, la métropole, n'y gagnera pas, n'y perdra pas non plus. L'équilibre entre charges et recettes est vérifié par une commission qui s'appelle la Commission locale d'évaluation des charges transférées, la CLECT, vous savez quand même beaucoup les sigles, présidée par notre collègue vice-président des finances de la métropole, Patrick Bobet, et également maire de Bouscat, comme vous le savez. Et donc cette commission a déjà commencé à travailler. Il faut bien voir que pour l'instant, ces transferts restent relativement marginaux par rapport à nos budgets. La première vague de transferts porte sur les aires d'accueil des gens du voyage, les infrastructures de charge de véhicules électriques, les réseaux de chaleur dont j'ai parlé, la concession de distribution publique d'électricité et de gaz, les aires de stationnement et la politique de la ville qui devient aussi métropolitaine. Quand on regarde les masses financières en cause, on voit qu'au total, sur l'ensemble de la métropole, il s'agit de transférer à peu près 2 millions de dépenses. Je vous rappelle que le budget de la métropole, c'est 450 millions, donc c'est relativement marginal. S'agissant de Saint-Médard-en-Jalles, la somme concernée est de 202 000 euros, 202 677. Donc je ne sais pas quel est le montant du budget de Saint-Médard, mais c'est 40 millions, donc ça fait quelques pourcents à peine. Donc vous voyez que pour l'instant, ça ne déséquilibre pas les budgets municipaux. On verra si les transferts de charges futurs portent sur des sommes plus importantes. Alors, quel sera le mécanisme? Enfin, je ne veux pas trop entrer dans le détail, mais la dépense est transférée et la CUB récupérera la recette correspondante en jouant sur l'allocation de compensation qu'elle verse à chacune des communes, donc en diminuant l'allocation de compensation ou en augmentant l'allocation de compensation quand c'est la commune qui verse à la communauté urbaine. Voilà ce premier mécanisme, on y reviendra si vous le voulez, si vous avez des questions, et M. Ardouin sera plus précis et plus technique que moi. Le deuxième volet de ce processus de métropolisation, c'est le transfert d'un certain nombre d'équipements sportifs, d'équipements culturels, d'équipements socio-culturels d'intérêt métropolitain. Et là, nous avons un peu de temps devant nous puisque ce transfert doit se faire avant la fin de 2016. La première tâche qui est devant nous, c'est de définir ce que c'est qu'un équipement d'intérêt métropolitain. Est-ce que c'est le montant de ses frais de fonctionnement? Est-ce que c'est sa fréquentation? Est-ce que c'est le nombre de visiteurs extérieurs à la communauté dans laquelle se trouve l'équipement, à la commune dans laquelle se trouve l'équipement? Bref, il faut qu'on réfléchisse à ce concept et qu'ensuite on adopte la liste de ces équipements d'intérêt métropolitain. La liste sera adoptée à la majorité qualifiée par le Conseil de la métropole, donc avant la fin de 2016. Il y a des cas où ça va de soi. Le parc des expositions au lac, qui est situé sur la commune de Bordeaux et qui pour l'instant est porté par la commune de Bordeaux, avec des subventions des autres collectivités, mais essentiellement par la commune de Bordeaux, est à l'évidence un équipement d'intérêt métropolitain. Et donc il sera transféré à la métropole. On peut prendre d'autres exemples assez flagrants. Oui, j'étais toujours à Bordeaux. Je pensais au nouveau stade, qui est d'ailleurs implanté sur un terrain de la communauté urbaine et qui, de toute manière, au terme du bail amphithéotique, sera propriété de la métropole. Ou alors, dans certaines communes, des équipements culturels, comme le Carré Collode, on verra s'il répond bien à la définition des équipements d'intérêt métropolitain. Qu'est-ce que ça veut dire que le transfert des équipements? Là, on commence à entrer dans la complexité. C'est le transfert de propriété, si je ne me trompe. C'est le transfert des gros travaux d'entretien, de la maintenance. Est-ce que c'est aussi le transfert de la programmation, par exemple, lorsqu'il s'agit d'un équipement culturel? Ou est-ce que cette programmation restera du ressort de la commune? C'est un point sur lequel nous sommes encore un peu dans le flou et dans l'incertitude et qu'il faudra définir dans le courant de 2015 et 2016. Enfin, troisième volet, et c'est certainement le plus sensible en termes, de personnes, en termes humains, c'est la mutualisation des services.
Si je voulais caricaturer, je dirais qu'aujourd'hui, il y a sur la communauté urbaine 28 directions des finances, 28 directions informatiques, 28 directions des ressources humaines, 28 directions des achats, etc. etc. Si la métropolisation a un sens, c'est bien de mettre en commun ces services, de les mutualiser pour essayer de rendre à nos concitoyens, car c'est l'objectif, un service de qualité, mais si possible à moindre coût, hein, en mutualisant, qui est la philosophie même de la mutualisation. Et c'est donc cela, aujourd'hui, qui est en jeu. Vous voyez bien que c'est compliqué, pour des tas de raisons. D'abord parce que les personnels s'interrogent. Où est-ce que je vais aller? Qui sera mon patron? Physiquement, où est-ce que je m'installerai? Quel sera mon salaire? Quelle sera mon indemnité? Donc il y a toute une série de questions là qui sont extrêmement sensibles. Et puis le deuxième aspect des choses qui rend tout ça compliqué, c'est que les maires disent « Ok, très bien, on va transférer, mais on va se retrouver à poil. Donc on n'aura plus de services, on n'aura plus de moyens d'agir. Et donc on a beau nous dire que l'identité des communes sera respectée, il faut aussi qu'on ait les moyens de l'exercer. » Donc voilà un peu les données du problème et voilà comment nous avons essayé de traiter cette question. Nous avons dit d'abord que nous essaierions de définir 3 catégories de services bien différents. Il y a d'abord des services communaux qui vont rester communaux à 100%, parce que la compétence est communale à 100% ou près de 100%. Je prends 3 exemples assez simples. L'accueil de la petite enfance, les crèches ou tout ce qui va avec. Deuxièmement, l'éducation, c'est-à-dire nos écoles maternelles et élémentaires. Troisièmement, tout le secteur social, avec là un point d'interrogation, mais je ne veux pas trop compliquer les choses, on verra ça plus tard. Qu'est-ce qu'on fait avec le département, hein, si le département évolue? Donc voilà des services qui resteront communaux, essentiellement aussi les services culturels et les services sportifs. De notre côté, il y a des services qui sont intégralement communautaires, qui le sont déjà, ou qui le deviendront. Les services métropolitains. Là encore, je prends 2 exemples. Évidemment, la gestion du réseau de transport en commun, TBC, le tram, les bus de la Cube, on va appeler ça TBM alors. TBM, non. TBB, TB2M. Oui, parce que tram, bus, Bordeaux, métropole. Bon, voilà, ça va être un peu... Transport, ah oui, on va voir. Je laisserai jouer l'imagination dans le sens de la simplicité. Donc ça, il est évident que le réseau de transport, c'est métropolitain. Un autre exemple, c'est la gestion des réseaux d'eau et d'assainissement. C'est évidemment métropolitain. Et puis entre les deux, il y a ce que nous avons appelé des services communs, qui seront les services au sein desquels on fera cette mutualisation entre les services de la métropole et les services des communes. Ces services communs, ce seront juridiquement des services de la métropole. C'est-à-dire que hiérarchiquement, le patron, ce sera le président de la métropole et le directeur général des services de la métropole. Mais ces services seront également à la disposition des maires et des élus municipaux dans le cadre de leur territoire et de leurs compétences. Et c'est cette articulation qui va être un peu difficile à mettre au point. Nous sommes en train de réfléchir à ce que sera un contrat d'engagement entre la métropole et le maire pour bien définir les relations entre la métropole et la ville dans le cadre de ces services communs. Pour que ces services communs soient aussi proches que possible de la réalité communale, notre objectif, on n'y arrivera pas à 100%, mais c'est un objectif, ce sera de les implanter chaque fois que c'est possible dans les directions territoriales. Pas dans l'immeuble de la Cube à Mériadec, mais dans les directions territoriales, parce que c'est là que se joue l'interface entre la commune et la communauté urbaine. Ça fonctionne déjà assez bien. Ces directions territoriales s'occupent de voirie, elles s'occupent parfois de l'instruction des permis de construire. Et je dois dire que ce que j'en ai vu sur le terrain, là encore, me donne à penser que ça marche assez bien. Donc voilà les 3 catégories de services. Deuxième principe sur lequel je voudrais passer assez vite, c'est que le choix des services communs dans lequel la commune entrera sera un choix volontaire. Nous n'allons pas vous envoyer un schéma de mutualisation à prendre ou à laisser, dans lequel on dirait voilà les services transférés. Nous vous envoyons un menu à la carte. C'est le schéma de mutualisation de Bordeaux Métropole que chaque commune a reçu au mois de décembre et sur lequel vous allez devoir délibérer d'ici le mois de février, d'ici fin février, de façon que la métropole elle-même puisse l'adopter
au mois de mars, conformément à la loi, puisque la loi nous fait l'obligation de l'adopter avant la fin du mois de mars. Donc, volontariat, chaque commune pourra prendre dans la liste des services mutualisables qui figurent dans ce dossier ce qu'elle souhaite mutualiser. Elle pourra le faire aussi selon le calendrier qui lui convient, c'est-à-dire tout de suite, dès le mois de mars, ou bien en juin, ou bien au 1er janvier de chacune des années qui suivront, au fur et à mesure que l'envie de mutualisation, le désir de métropole va croître. Alors, je précise simplement que le voyage sera un aller simple. Il n'y aura pas de ticket de retour. C'est-à-dire qu'une fois qu'on sera entré dans un service commun, on ne va pas en sortir parce que la gestion de la métropole deviendra totalement impossible, si l'organisation des services est à ce point fragile et précaire. Alors, je ne vais pas vous donner lecture de ces services communs. Je vous prends par exemple les finances. Bien, dans les finances, on a listé la gestion de la dette et de la trésorerie, la gestion du budget et du programme d'investissement, la comptabilité, la fiscalité. Donc voilà, vous pouvez, même dans une fonction comme les finances, choisir un certain nombre de fonctions que vous voudrez mutualiser ou d'autres que vous voudrez garder de votre côté pendant un certain temps. Quand je disais que l'envie de métropole pourra croître avec le temps, voilà, qu'est-ce qui peut vous pousser à mutualiser et aller dans le sens de ces services communs? C'est d'abord l'idée que tout ça coûtera moins cher globalement et que si la CUB ou la métropole ont plus de marge de manœuvre, eh bien, on pourra les utiliser pour investir davantage, bien sûr. Et puis, chaque commune pourra y avoir aussi un petit avantage. Alors, je ne veux pas trop insister sur ce point parce que je ne veux pas susciter trop de gourmandise, mais quand on va transférer une charge, on va la transférer à l'instant T. Et la compensation financière sera calculée à l'instant T. Mais si la charge évolue à la hausse ou à la baisse, peut-être à la hausse, les années qui suivront, soit parce que la masse salariale augmente, le GVT, enfin ceux qui sont spécialistes de la gestion des ressources humaines savent de quoi il s'agit, etc., augmente, ou parce que la métropole choisit d'améliorer le niveau du service, eh bien, la croissance de la charge, ce qu'on appelle la dynamique de charge, sera pour le budget de la métropole et pas pour le budget de la commune, alors qu'elle bénéficiera de la prestation correspondante. Voilà une incitation peut-être, une petite carotte qui peut pousser à mutualiser certains services. Voilà où nous en sommes. Donc vous avez janvier-février pour en délibérer entre vous et au conseil municipal, et ensuite on lancera le processus. Ce que nous souhaitons, c'est quand même être fixé assez vite pour pouvoir dire à nos agents ce qui va se passer. Tant que chaque commune n'a pas dit « je veux mutualiser telle activité, tel secteur, tel service », il nous est difficile de dire aux agents « voilà quel sera votre point de chute ». Or, ils l'attendent et nous nous étions engagés par la voie du directeur général des services à les fixer avant la fin du mois de juin. Donc vous voyez que le calendrier est assez tendu. Ce sera le cas au moins pour ceux qui seront dans des services mutualisés dès la première vague. Voilà ce que je souhaitais vous dire. J'espère ne pas avoir dit d'inexactitude. Bon, merci. J'ai un directeur général très poli. Après, il me dira dans le creux de l'oreille, il dit, vous avez dit une connerie. Là, il ne fallait pas dire ça. Bon, enfin bon, il vaut mieux le dire tout de suite si je me suis trompé. Et puis, évidemment, on pourra apporter des précisions en réponse à vos questions. Mais j'ai déjà été assez long. Si je n'ai rien oublié d'essentiel, monsieur le maire, je suis maintenant à la disposition de vos collègues ou de vous-même, bien sûr, pour répondre à vos questions. Très bien. Merci beaucoup. Écoutez, mes chers collègues, on dispose à peu près d'une demi-heure pour dialoguer avec Alain Juppé. Je vous propose de vous saisir la parole. Oui, Arnaud. Combien ? Il reste 15 minutes. C'est 16h30 le rassemblement. Ah, c'est 16h30. Bon. Il faut que tu appuies. Oui, je disais, si je peux me permettre, vous avez une double casquette. Vous êtes à la fois maire de Bordeaux et président de Bordeaux Métropole. Ma question s'adresse au maire de Bordeaux. Quels sont, vous, les services que vous comptez mutualiser au sein de la ville de Bordeaux ? J'ai une double casquette, mais je souligne que mon voisin de droite a aussi une double casquette. Mais il est maire de Saint-Médard-en-Gel et il est vice-président de la métropole, désormais, en charge d'un secteur très important en matière d'habitat et d'aménagement urbain. Oui, alors pour répondre plus directement à votre question, moi je souhaite aller assez loin dans la mutualisation. J'ai déjà fait une première mutualisation. C'est qu'avant avant les élections municipales, il y avait un directeur général des services de la CUB
M. Messier, et il y avait un directeur général des services de la ville de Bordeaux, M. de Bouteiller. Bien aujourd'hui, il y a un directeur général des services unique, qui est M. Ardouin, qui est à la fois directeur général des services de la métropole et de la ville. Alors la réaction est assez intéressante d'ailleurs sur le plan psychologique, c'est qu'à la ville, mes collaborateurs et les agents de la ville ont dit « Oh là là, on est mis en tutelle de la CUB », et à la CUB, on a dit « C'est la ville de Bordeaux qui prend le pouvoir ». Donc vous voyez que les deux critiques s'annulent et ceci est fait dans un esprit d'équilibre. Alors au-delà de ce poste qui est un peu symbolique, mais plus que symbolique, parce que ça a des implications évidemment très concrètes, moi j'ai l'intention d'aller assez loin. Par exemple, les finances. Je pense qu'avoir une direction des finances à la ville et une direction des finances à la CUB, ça n'a pas beaucoup de sens. Je pense également qu'en matière d'aménagement urbain, il faut que nous mutualisions. Aujourd'hui, j'ai une direction de l'aménagement urbain qui est assez étoffée, qui est importante, qui gère en direct, bien que la compétence soit déjà de la CUB. Hein. Mais enfin, c'est les services de la ville qui gèrent, par exemple, Brazza, ce secteur qui est de l'autre côté du pont Chaban, qui gère les bassins à flot, alors que la CUB est en numéro 1 sur Bastille-de-Niel, et puis on a en plus Atlantique sur Garonne-Eiffel et sur Saint-Jean-Belzier. Donc, deuxième service, je ne rentre pas dans le détail, l'aménagement urbain. Troisièmement, le développement économique. Il est évident que le développement économique, ça n'a de sens qu'à l'échelle du territoire métropolitain, pas à l'échelle de la ville. Une des forces économiques de notre territoire, c'est le secteur aéronautique et spatial. Bon, il n'est pas implanté dans Bordeaux-Ville. Il est à Mérillac, il est ici à Saint-Médard-en-Jalles, à Martignas ou dans d'autres communes. Voyons. Donc, et inversement, l'un des pôles forts demain, je l'espère, ce sera le centre d'affaires autour de la gare. Il est dans la commune de Bordeaux, mais il intéresse l'ensemble de la métropole. Donc vous voyez, troisième exemple de service que je compte mutualiser, c'est celui du développement économique. Voilà. Et puis pour le reste, on verra au fur et à mesure que le temps passera et que les choses se clarifieront. Oui, Monsieur le Président, moi j'aurais une question sur les équipements métropolitains, donc en particulier les équipements sportifs. Ma question est la suivante, enfin il y a une double question en réalité. Il semblerait qu'il y ait des engagements sur des équipements aquatiques qui aient été pris sur la deuxième ville du département en nombre d'habitants, à savoir la commune de Mérignac. Donc ma première question, c'est de savoir si, dans votre idée, il s'agira plus d'équipements existants qui seraient absorbés par la métropole, ou de savoir si il peut y avoir des fenêtres, des ouvertures pour intégrer à la métropole de nouveaux projets d'équipement, hein, comme c'est le cas sur celui que je citais il y a un instant. Et puis par ailleurs, ma question est de savoir quelle sera l'ampleur et le nombre, alors évidemment je ne demande pas un nombre exact, mais de savoir si on sera sur 4-5 équipements comme ceux que vous avez cités, qui sont là aussi une fois de plus assez proches des deux villes centres, ou est-ce que dans chaque commune il y aura un effort pour aller voir des équipements qui sont je dirais, assez remarquables, mais dans l'environnement et dans leur propre sport. Je sais que par exemple à quelques kilomètres d'ici, il y a une piste à 8 couloirs qui est l'une des trois pistes à 8 couloirs sur toute la boucle de la métropole, et donc qui aurait évidemment un intérêt majeur à être pris en charge par la métropole. Voilà, donc c'est un peu de questions, nouveaux équipements ou que des équipements existants, et puis je veux dire la quantité, jusqu'où on va dans la métropolisation des équipements. Comme je vous l'ai dit, j'aurais un peu de mal à répondre à votre question, puisque nous n'avons pas encore, et nous avons pour le faire pratiquement 2 ans devant nous jusqu'à fin 2016, nous n'avons pas encore défini exactement ce que c'est que le concept d'équipement métropolitain. Il y a un point quand même sur lequel je crois pouvoir répondre tout de suite, c'est que la distinction, ce ne sera pas équipement ancien et équipement nouveau. Il y a des équipements anciens qui ne seront pas d'intérêt métropolitain, et il y a des équipements nouveaux qui seront d'intérêt métropolitain. Donc ce ne sera pas ça le critère. Hein. Le critère, ce sera, comme son nom l'indique, quel est l'équipement dont la fréquentation, le rayonnement, l'impact dépasse celui du territoire d'une seule commune pour s'étendre au territoire de l'ensemble de la métropole. C'est un critère assez flou qu'il va falloir préciser. On ne transférera pas tous les équipements sportifs, puisque c'est votre question. Je prends un exemple tout à fait clair. Le stade de Bordeaux, c'est évident que c'est un équipement d'intérêt métropolitain, régional et même un peu plus, interrégional. En revanche, les gymnases de quartier,
ce sont des gymnases de quartier qui resteront dans l'escarcelle de la commune de Bordeaux et qui n'ont pas vocation à être transférés. Alors entre les deux, il y a les piscines, il y a les équipements nautiques. Le stade nautique de Mérignac est encore en devenir, hein. Donc on va voir exactement quelle est sa définition. Si c'est un équipement à vocation nationale, destiné à accueillir des compétitions sportives grâce à la longueur de son bassin ou à sa conformité, etc., il sera peut-être éligible à la nature d'intérêt métropolitain. Est-ce qu'une piscine intercommunale sur des communes aussi prestigieuses que Saint-Médard-en-Jalles, Saint-Aubin-du-Médoc, et la troisième c'est le Taillan, si je me trompe, le Taillan, pardon, a vocation à être intérêt métropolitain? On va en discuter. On va voir exactement l'ampleur du projet. Je vous rappelle que pour l'instant, nous avions décidé à la Cube, en parallèle des 15 millions d'euros que la Cube met dans le nouveau stade, un crédit de 15 millions d'euros pour financer des équipements sportifs dans les autres communes. Et à l'évidence, là, la piscine intercommunale, elle est éligible à ce processus, à cette procédure, sauf que le taux de subventionnement est de... C'est combien? 30%? 30%, voilà. Le reste étant pour la commune. Voilà, donc on va discuter de tout ça dans le meilleur état d'esprit. Je vous rappelle aussi que nous sommes tous, comment dire, non pas assis entre deux chaises, mais avec... voilà, des responsabilités des deux côtés. Nous sommes maires, mais nous sommes aussi vice-présidents de la communauté urbaine. Et tous les maires sont membres du bureau de la communauté urbaine. Donc ils ont aussi en charge l'intérêt de la métropole. Et si la métropole récupère la totalité des équipements des communes, comment bouclera-t-elle son budget? Donc là aussi, il y a un équilibre que nous allons avoir à décider en arbitrant en nous-mêmes, si vous voulez, entre notre intérêt de maire et notre intérêt de responsable de la métropole. Oui, Monsieur le Président, ce n'est pas une question, c'est juste le témoignage et les remarques d'un nouveau, à l'exemple de ma collègue Frédéric Laplace, d'un nouveau conseiller métropolitain. J'ai la chance pour ma part de participer à deux commissions, une qui est la voirie, et je connaissais le temps sociétal, je connais par nature, de par ma fonction, le temps industriel, je viens de découvrir le temps métropolitain. Et je ne vous cacherai pas que je suis un peu étonné, j'allais dire effaré, de voir que lorsqu'on a une idée, un projet, la vision, elle peut s'étaler sur, je dirais facilement 10 ans, considérant qu'il y a un tas de règles, de normes, d'oppositions qui se créent. Et je ne vous cacherai pas que ça m'effraie un peu, parce que je dirais qu'il y a derrière une attente de nos concitoyens. Et bon, je dirais tout cela me paraît peu compatible. Bon, ça ne vaut que la remarque. La deuxième, c'est j'appartiens à la commission économie, qui est présidée par Virginie Calmels, et je dirais nous partageons beaucoup d'analyses. Et il y en a une en particulier qui m'a un peu étonné, c'est qu'au fil des mois qui viennent de s'écouler, on a donné des subsides à un certain nombre d'associations, et on s'est fait la remarque communément qu'on n'avait pas le retour en termes d'analyse de l'efficience et des bilans de ces associations. C'est-à-dire qu'il y a une reconduction sur des associations. Or, je crois me rappeler que vous nous avez demandé de faire des économies. Et en fait, on s'est posé la question du pourquoi certaines associations avaient systématiquement des subsides, sachant qu'on n'avait pas vraiment le bilan de leur activité, voire de leur efficience en termes de création d'emplois. Donc voilà deux remarques, je dirais, de quelqu'un qui arrive avec les yeux de la foi et qui est un béotien. Je vous remercie. Je vais vous répondre brièvement parce que Jacques vient de me dire qu'il y a beaucoup de monde dans le hall de la mairie, donc ne pas faire trop attendre nos concitoyens, et puis on aura l'occasion de reparler de tout ça. Sur le premier point, je ne peux vous rejoindre. Le temps administratif et le temps métropolitain n'est pas le temps de l'entreprise, pour des tas de raisons. Parce que les procédures publiques sont longues, un appel d'offres, dans le respect du Code des marchés publics, ça prend au minimum 6 mois, naturellement. Et quand on a un appel d'offres infructueux, rebelote, c'est 6 mois de plus. Donc on se retrouve avec un an avant de pouvoir choisir une entreprise. Nous avons nous-mêmes mis au point un certain nombre de règlements qui sont parfois très contraignants, qu'il faut simplifier, en matière de voirie par exemple. Et puis, il y a tous les aléas aussi, des contentieux. Je ne vais pas revenir sur ce que j'ai dit de la ligne D. Si on prend 2 ans de retard, on ne peut pas l'imputer à la communauté urbaine. C'est parce que, voilà, il y a aujourd'hui pratiquement des recours sur la quasi-totalité des permis de construire.
je vois ça au bassin à flot, il y a même des spécialistes. Ouais. J'essaie d'en coincer un, non sans mal. Il y a des gens qui font des recours systématiques et qui ensuite vont négocier avec le promoteur. Négocier pour retirer le recours. D'accord. Ça fait perdre 6 mois. Voilà. C'est un recours abusif. Et normalement, on doit pouvoir les traîner devant les tribunaux. On n'arrive jamais à les coincer, naturellement. Donc voilà, je ne me résigne pas à tout ça. On va essayer d'accélérer, d'améliorer, mais je ne peux pas vous promettre qu'on va rejoindre le délai de rapidité d'exécution. Je prends un autre exemple qui me vient à la tête, vous ne l'avez pas évoqué, qui me vient à l'esprit, mais tous les travaux de voirie aujourd'hui sont avec des retards de plusieurs mois à cause de l'affaire de l'amiante. Oui, par Tout exemple. d'un coup, on découvre qu'il y a de l'amiante dans les enrobés. Donc, principe de précaution, précaution sur les salariés qui travaillent sur les chantiers, etc., et même sur les riverains. Donc, on arrête tout. Et c'est un retard tout à fait considérable. Deuxième point sur les associations, ça c'est plus facile. C'est vrai que dans le financement des associations, mais pardon, ça doit être vrai aussi dans les communes, hein, il y a des raisons historiques. On a financé une association une fois, et puis après on a du mal à remettre en cause la subvention. Là, en tant que membre des commissions, vous avez tout pouvoir de demander des explications. Pourquoi on finance, quel est le résultat de cette association, à quoi sert-elle, etc. Donc il faut que vous fassiez jouer votre pouvoir d'élu et que vous interrogiez évidemment les services ou les vice-présidents concernés pour qu'ils vous demandent des comptes, et évidemment on tiendra compte de vos avis. Voilà, il y aurait ensuite beaucoup de questions, mais je ne veux pas interférer avec ce qui est prévu à l'instant même. Permettez-moi donc de vous renouveler mes vœux, de vous dire que je suis à votre disposition. Bon, avec Jacques, on travaille main dans la main chaque semaine. Hein. Le bureau est en particulier le moment où nous prenons nos décisions collectives. Et puis voilà, n'ayons pas peur de cette métropolisation. Je pense qu'on arrivera à bien la gérer, qu'elle nous apportera des résultats globalement positifs. Très bien. Donc, Monsieur le Président, cher Alain, merci beaucoup, encore une fois, très chaleureusement, d'avoir consacré 2 heures très utiles à cette, à la fois pérégrination et puis en même temps à ce dialogue. On aurait aimé, s'il n'y avait pas eu l'actualité, que ce dialogue puisse se prolonger un peu plus, mais on aura d'autres occasions. Et encore une fois, la ville de Saint-Médard-en-Jalles, dans son ensemble, remercie beaucoup, très chaleureusement, le président de la métropole de sa venue ici. Et donc... c'est une venue qui fera renouveler bientôt. Alors, le maire du Taillan nous a fait l'amitié de se joindre à nous pour cette petite minute de silence. Et donc, on va se rendre, si vous le voulez bien, dans le hall.